Le mas du silence se dressait devant eux, non pas comme une promesse, mais comme une fin de route. La vieille voiture de Mathieu s'était immobilisée sur le chemin de terre, le moteur éteint laissant place à un silence que même le chant des cigales ne parvenait pas à percer. La bâtisse en pierre, autrefois fière au cœur de la Dordogne, semblait avoir rendu les armes. Sa peinture écaillait comme une peau malade. La terrasse en bois s'affaissait sous le poids des années d'abandon, et les herbes hautes avaient conquis le jardin, ne laissant que le souvenir d'anciennes fleurs. Pour Mathieu, ce lieu devait être une reconstruction, un projet tangible pour canaliser sa douleur et offrir un avenir à sa fille, Camille. Pourtant, en cet instant, la décadence du mas ne faisait que refléter le vide béant qui s'était creusé dans sa propre vie depuis la perte de sa femme. Tenant la main de Camille, dont les petits doigts se serraient fort contre les siens, il s'avança vers la porte d'entrée. Chaque pas sur le gravier crissant résonnait comme une intrusion dans le recueillement du lieu. La clé, lourde et rouillée, tourna dans la serrure avec une plainte métallique. Il poussa le battant de bois massif qui s'ouvrit dans un grincement sinistre, libérant une bouffée d'air confiné, une odeur de poussière et de temps arrêtés. Il s'attendait à trouver des pièces vides, des meubles recouverts de draps blancs, des toiles d'araignée tissées comme des suaires sur un passé révolu. Illès était préparé au travail, à l'effort physique nécessaire pour redonner vie à ses murs. Ce à quoi il ne était absolument pas préparé, était la présence de vie à l'intérieur, une vie effrayée et clandestine qui le fixait depuis l'ombre du salon. Deux silhouettes étaient recroquevillées dans un coin, surprises par la lumière crue de l'après-midi qui inondait désormais l'entrée. L'aînée, une jeune femme d'à peine 19 ans, se leva d'un bond, se plaçant instinctivement devant la plus jeune comme une louve protégeant son petit. Son visage était un masque de méfiance. Ses vêtements usés témoignaient d'une vie déjà rude. Derrière elle, une adolescente aux yeux immenses le regardait avec une terreur non dissimulée. Une vague de colère froide submergea Mathieu. Des squatteurs. Était la dernière chose dont il avait besoin. Son projet, son sanctuaire, était déjà souillé. Alors qu'il ouvrait la bouche pour leur ordonner de partir, la plus âgée serra les poings et lança d'une voix qui tremblait malgré sa dureté. « On ne vous a rien demandé. Laissez-nous tranquilles. » La phrase resta suspendue dans l'air lourd, mais ce ne furent pas les mots qui désarmèrent Mathieu. Sa colère, si prompte à monter, s'évanouit aussi vite qu'elle était venue, lorsque son regard croisa celui de la plus jeune. Dans ses prunelles effrayées, il ne vit pas une intruse, ni une délinquante. Il vit la même terreur nue, la même perte abyssale qu'il voyait chaque matin dans le miroir des yeux de sa propre fille depuis la mort de sa mère. La ressemblance était si frappante, si douloureuse, qu'elle lui coupa le souffle. Il voyait deux orphelines, perdues et acculées, et il se souvint que Camille, elle aussi, portait ce même titre invisible. Les mots d'expulsion moururent sur ses lèvres, remplacés par une paralysie soudaine, une empathie si violente qu'elle en était presque insoutenable. Il n'était plus un propriétaire face à des intrus, mais un homme brisé face à son propre reflet. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Mathieu, encore ébranlé par l'écho de sa propre douleur dans le regard de Chloé, sentit sa colère se dissoudre complètement, laissant place à une certitude déroutante. Il ne pouvait pas les chasser. Il ouvrit la bouche, mais les mots qui en sortirent n'étaient pas ceux d'un propriétaire excédé. D'une voix rauque, presque hésitante, il leur proposa un pacte insensé, un toit contre de l'aide. Il leur parla de son projet, de sa fille Camille, de sa tentative de rebâtir une vie sur ses ruines. Chaque mot était une tentative de justifier une décision que sa raison jugeait absurde, mais que son cœur lui imposait. Léa le dévisageait, ses yeux plissés par une méfiance si profonde qu'elle en était devenue une armure. Elle cherchait le piège, le prix caché de cette clémence inattendue dans un monde qui ne lui avait jamais rien donné. L'accord fut scellé non par une poignée de main, mais par un hochement de tête sec de la part de Léa, une concession faite sans une once de gratitude apparente.
Les premiers jours furent une chorégraphie maladroite de distances respectées et de silence pesant. Ils travaillaient côte à côte, arrachant le lierre qui étouffait les murs en pierre, déblayant les pièces encombrées de souvenirs d'inconnus. Mais l'air entre eux restait chargé de non-dits. L'histoire des deux sœurs se dévoila par bribes, au gré des confidences chuchotées de Chloé ou des phrases laconiques de Léa. Une mère emportée par la maladie, un père qui s'était volatilisé, les laissant seuls face à un système qui les avait broyés. Mathieu voyait sur le visage de Léa la dureté d'une maturité précoce et dans les yeux de Chloé une tristesse infinie qu'il connaissait intimement, celle des survivants. Camille, dans son innocence, devint le pont entre leurs mondes brisés. Ignorant les barrières invisibles que les adultes avaient érigées, elle se tourna naturellement vers Chloé, lui offrant ses trésors les plus précieux, un dessin, une fleur cueillie dans les herbes folles, et surtout, des histoires de sa mère. Elle en parlait non comme d'une absence douloureuse, mais comme d'une étoile qui veillait sur elle, transformant le deuil en une présence aimante. Grâce à elle, Chloé recommença à sourire, des sourires fragiles, timides, mais qui suffisaient à fissurer la carapace de glace de sa sœur aînée. Mathieu observait ces scènes à distance, le cœur serré. Il voyait la famille qu'il avait perdue se superposer à celle qu'il était en train de former par accident, et la culpabilité le rongeait. En laissant entrer cette nouvelle lumière, ne trahissait-il pas le souvenir de sa femme? Le mas lui-même semblait se rebeller contre cette tentative de renaissance. Le premier désastre survint une nuit sans lune, sous la forme d'une canalisation rouillée qui céda, inondant la cuisine à peine nettoyée. L'eau glaciale et boueuse qui s'infiltrait partout semblait être la matérialisation de leur désespoir collectif. L'envie de tout abandonner, de vendre cette ruine et de fuir le plus loin possible, submergea Mathieu. Mais son regard croisa celui de Léa, qui, sans un mot, s'était déjà emparée de seau, le visage fermé mais déterminé. Ils luttèrent ensemble contre le déluge jusqu'à l'aube, une équipe silencieuse et acharnée. Et l'épuisement qui les terrassa au lever du soleil était teinté d'une étrange fierté. C'est dans ces moments de pure adversité que l'on voit le vrai visage des gens. Si vous croyez aussi que les épreuves peuvent révéler le meilleur de nous, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres récits qui le prouvent. L'intrusion du monde extérieur était inévitable. Elle prit les traits de Marc, le frère de sa défunte femme, arrivé pour une visite impromptue. Son visage affichait une sollicitude de façade qui masquait mal un jugement sévère. Il déambulait dans la bâtisse délabrée, son regard s'attardant sur Léa et Chloé avec une curiosité suspicieuse. Ses questions, posées à voix basse à Mathieu, étaient des pics acérés. « Tu es sûr que c'est une bonne idée pour Camille héberger deux inconnus dans cet état ?» Cette conversation, tenue à la lisière de l'audible, fut une gifle pour Mathieu. Il sentit le poids des conventions sociales, l'accusation tacite que son chagrin l'avait rendu irresponsable, qu'il mettait en péril l'avenir de sa propre fille par pure folie. La visite laissa des traces profondes. Léa, qui avait perçu les bribes de la conversation, comprit qu'elle était perçue comme une menace, une profiteuse. Ses défenses, qui avaient commencé à s'abaisser, se reconstruisirent instantanément, plus hautes et plus solides. Elle redevint distante, son travail sur le chantier perdant, l'élan de collaboration qui commençait à naître. Mathieu tenta de la rassurer, mais ses mots sonnaient faux, impuissant face à la condamnation silencieuse de Marc. Il était pris au piège entre la loyauté envers la famille de sa femme et cet instinct protecteur grandissant pour ces deux jeunes filles qui n'avaient nulle part où aller. Le mas, qui devait être un refuge, se transformait en une cage de doute et de méfiance. La fragilité de Chloé fut la crise suivante. Le stress, les conditions de vie précaires et le traumatisme latent se manifestèrent par une fièvre violente qui la laissa faible et délirante. Dans son sommeil agité, elle appelait sa mère, des appels déchirants qui restaient sans réponse. Pour Mathieu, ce fut comme un retour en arrière brutal, au dernier jour de sa femme, et la même terreur impuissante l'envahit. Léa ne quittait pas le chevet de sa sœur. Le visage pâle et tendu,
sa férocité protectrice muée en une veille silencieuse et désespérée. Mathieu prit la voiture pour chercher des médicaments au village le plus proche, les mains crispées sur le volant, luttant contre la panique qui menaçait de le submerger. Il ne soignait pas seulement une adolescente malade, il affrontait le fantôme de son plus grand échec. Ce trajet solitaire dans la nuit fut une révélation. Il comprit qu'il ne pouvait plus fuir sa douleur. Il devait l'affronter, pour le bien de Camille, de Léa et de Chloé. De retour au mas, il prit la relève d'une Léa épuisée. Il s'assit près de Chloé et lui parla doucement, lui racontant des histoires de chênes centenaires, qui pliaient sous la tempête, mais ne rompaient jamais, des histoires de résilience. Il évoqua sa femme, non plus comme une blessure ouverte, mais comme une source d'amour qui l'inspirait encore. Il y a des moments charnières dans une vie, où l'on décide de ne plus être une victime de son passé, mais l'architecte de son avenir. S'inscrire à notre chaîne, c'est nous aider à continuer de raconter ces instants de courage. Depuis l'embrasure de la porte, Léa l'observait et pour la première fois, elle ne vit pas en lui un bienfaiteur, mais un autre survivant. La convalescence de Chloé installa une nouvelle atmosphère dans la maison. La crise partagée avait fait tomber les dernières barrières. Les repas devinrent des moments de communion, les conversations plus fluides, et parfois, un rire timide venait briser le silence des lieux. Une routine établie, faite de petits apprentissages mutuels. Mathieu initia Léa au rudiment de la menuiserie, et elle, en retour, lui apprit l'art de la débrouillardise. Comment faire des merveilles avec presque rien, une compétence acquise au fil d'une vie de privation. Il n'un était plus un homme et deux intruses, mais une unité improbable. Une équipe soudée par le désir commun de transformer cette carcasse de pierre en un foyer chaleureux. Le projet n'appartenait plus seulement à Mathieu, il était devenu le leur. Cependant, l'angoisse financière planait sur eux comme une ombre persistante. L'argent de l'assurance-vie, qui avait paru si conséquent au départ, fondait à une vitesse inquiétante. Chaque réparation imprévue, chaque achat de matériaux était un rappel brutal de leur précarité. Mathieu passait ses nuits penché sur ses comptes, le front plissé de soucis, tentant de repousser l'inévitable. Il leur cachait la gravité de la situation, ne voulant pas les alarmer. Mais Léa N n'était pas dupe. Elle voyait les factures qu'il essayait de dissimuler, remarquait les repas qu'il sautait sous prétexte de ne pas avoir faim, et comprenait que leur fragile abri reposait sur des fondations financières qui s'effritaient de jour en jour. Un après-midi, en déblayant la vieille grange, ils tombèrent sur une malle en bois contenant les carnets de jardinage de sa femme. Les pages étaient couvertes de son écriture fine et appliquée, remplies de croquis de potager, de plans de massifs de fleurs et de notes sur la composition du sol de la région. Pour Mathieu, la découverte fut un choc doux amer, un autre fantôme d'une vie qui n'était plus. Il s'apprêtait à refermer le carnet, à enfouir une fois de plus ses souvenirs, quand Léa le prit délicatement de ses mains. Elle n'y vit pas une relique douloureuse, mais un mode d'emploi, une promesse. D'une voix claire, elle se mit à lire à voix haute, décrivant le potentiel de cette terre en friche, un potentiel que sa femme avait su déceler bien avant eux. Ce fut un tournant décisif. Les carnets devinrent leur feuille de route. Leur projet ne se limita plus à la simple rénovation des murs. Il étendit à la terre elle-même. Ensemble, ils commencèrent à défricher une parcelle pour y créer un potager, suivant scrupuleusement les plans dessinés par cette femme qu'ils n'avaient jamais connue. Pour Mathieu, était une façon d'honorer sa mémoire, non pas en la figeant dans le passé, mais en donnant vie à ses rêves. Pour Léa et Chloé, était la première fois qu'elles semaient quelque chose, qu'elles confiaient un espoir à la terre, alors qu'ils travaillaient côte à côte, les mains dans la glaise. Un sentiment de finalité et d'appartenance germait enfin au milieu des mauvaises herbes, les reliant au passé tout en les enracinant solidement dans un avenir commun. Le ciel, qui avait couvé sa colère toute la journée, se déchira sans avertissement. La tempête s'abattit sur le mas du silence, non pas comme une pluie d'été, mais comme un assaut. Le vent hurlait autour des murs de pierre, cherchant la moindre fissure pour s'y engouffrer, et la pluie martelait les tuiles anciennes avec une violence inouïe. À l'intérieur,
Les 4 habitants étaient regroupés dans le salon, la seule pièce où le feu crépitait encore dans la cheminée. Chaque coup de tonnerre faisait trembler la bâtisse jusqu'à ses fondations. Et les éclairs illuminaient par intermittence les visages tendus de Mathieu, Léa, Chloé et Camille. Ce N était plus seulement une maison en rénovation. C était un navire fragile, au milieu d'un océan déchaîné. Et Mathieu sentait une peur primitive, irrationnelle, monter en lui. La nature elle-même semblait vouloir tester la solidité de ce foyer qu'il tentait de construire. Le fracas fut si soudain, si violent, qu'il submergea le vacarme de l'orage. Un craquement sinistre, suivi du bruit de bois qui se brise et d'une cascade d'eau assourdissante. La toiture au-dessus de la chambre de Camille venait de céder. Le temps se figea pour Mathieu. La vision de l'eau s'engouffrant dans la pièce le projeta des années en arrière, dans un couloir d'hôpital stérile, face à un moniteur cardiaque dont la ligne était devenue désespérément plate. C était la même impuissance, la même terreur glaciale qui lui paralysait les membres et lui volait l'air de ses poumons. Il voyait sa fille, terrifiée dans son lit, et il ne pouvait pas bouger. Elle, échec, ce fantôme qu'il combattait chaque jour, venait de se matérialiser sous la forme d'un plafond effondré, lui hurlant au visage qu'il était incapable de protéger ceux qu'il aimait. Alors que Mathieu était prisonnier de ses démons, Léa devint un éclair de pure efficacité. La peur n'avait pas sa place sur son visage. Il n'y avait qu'une concentration féroce, forgée par une vie entière, passée à survivre aux crises. D'un geste rapide et sûr, elle arracha Camille de son lit, l'enveloppant dans une couverture, avant que la petite fille n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. Elle attrapa la main de Chloé, la tirant hors de la zone de danger avec une autorité tranquille. « Mathieu, des seaux, maintenant !» Sa voix trancha dans le chaos, nette et sans appel. Elle n'attendit pas sa réponse, organisant déjà, elle, évacuation vers la cuisine, la partie la plus sûre de la maison. En quelques secondes, elle avait pris le contrôle, transformant la panique en action, son instinct de survie devenant le bouclier de cette famille improvisée. Une fois le danger immédiat écarté, le barrage émotionnel de Mathieu céda complètement. Adossé au mur de la cuisine, trempé et tremblant, il regarda Léa qui s'affairait à placer des récipients sous les nouvelles fuites, son calme contrastant violemment avec sa propre détresse. Les larmes se mêlèrent à l'eau de pluie sur son visage, alors qu'il s'effondrait. « Je n'y arrive pas », murmura-t-il, la voix brisée par les sanglots. « J'ai essayé, j'ai cru que je pouvais vous protéger, la protéger, comme je n'ai pas pu protéger sa mère. J'ai encore échoué. » Il cacha son visage dans ses mains, submergé par la honte et le chagrin. Léa s'arrêta et s'approcha de lui. Elle posa une main sur son épaule, un contact franc et solide. « Regardez-moi », dit-elle doucement mais fermement. « Vous n'êtes pas seul cette fois, nous sommes aussi votre famille. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, furent comme une ancre jetée dans la tempête de son âme. Mathieu releva la tête, son regard rencontrant celui de Léa. Il ne vit plus une adolescente méfiante qu'il avait recueillie par pitié, mais une jeune femme d'une force inouïe, sa fille. Il vit Chloé réconfortant Camille, et il comprit que ce lien qui les unissait n'était pas né de la pitié, mais d'une résilience partagée. Aimer à nouveau, construire une nouvelle famille, ce n'était pas trahir un souvenir, c'était lui faire honneur en choisissant la vie. L'orage grondait toujours au dehors, mais à l'intérieur de Mathieu, un calme profond s'était installé. La maison était blessée, leur avenir financier plus incertain que jamais, mais ils étaient ensemble. Il se redressa, essuya ses larmes, et pour la première fois, il se sentit véritablement père de 3 filles. L'aube qui suivit la tempête se leva sur un champ de bataille, le toit béant, les sols gorgés d'eau, le jardin saccagé. Pourtant, au milieu de ce chaos, une nouvelle certitude s'était installée, solide comme les vieux murs de pierre qui avaient tenu bon. Ils n'étaient plus des individus cohabitant sous un même toit précaire, mais les piliers d'une même structure. Le travail de reconstruction commença sans un mot, dans une synchronie parfaite. Ce N était plus la maison de Mathieu, mais leur foyer.
En redécouvrant les carnets de sa femme, ils n'y virent plus un simple passe-temps, mais un plan d'avenir. L'idée de cultiver la terre, autrefois un rêve lointain, devint leur projet commun, leur bouée de sauvetage. Le mas du silence, baptisé dans la peine, allait renaître de ses cendres, et ils décidèrent qu'il porterait désormais un nouveau nom, le mas de l'espoir. Quelques mois plus tard, la transformation la plus profonde n'était pas visible sur la façade de la bâtisse, mais sur un document officiel. Dans le bureau sobre d'un juge aux affaires familiales, Mathieu finalisa les démarches pour devenir le tuteur légal de Léa et Chloé. Il n'y eut pas de discours grandiloquent, seulement le silence respectueux d'un acte qui formalisait ce que leur cœur savait déjà. En signant les papiers, Mathieu sentit le poids de sa solitude s'évanouir définitivement, remplacé par la responsabilité douce et pleine de sens de veiller sur ses 3 filles. Léa, qui n'avait jamais rien attendu de personne, sentit une larme unique rouler sur sa joue, une goutte d'eau salée qu'il avait des années de méfiance et de peur. Ce jour-là, ils ne devinrent pas une famille aux yeux de la loi. Ils le confirmèrent simplement au monde entier. 5 années s'écoulèrent, transformant la terre et les âmes. Le mas de l'espoir était devenu une petite exploitation biologique florissante, un nom murmuré avec respect sur les marchés locaux. Ces champs, autrefois étouffés par les ronces, offraient désormais des légumes gorgés de soleil, cultivés avec un soin qui transcendait la simple agriculture. Léa, diplôme d'agronomie en poche, gérait l'entreprise avec une compétence et une passion qui forçaient l'admiration. Chloé, enfin libérée de ses angoisses, avait trouvé sa voie dans la peinture, ses toiles capturant la lumière changeante de la Dordogne avec une sensibilité poignante. Et Camille, devenue une préadolescente espiègle, courait dans les rangées de tournesols, l'incarnation vivante de la promesse que la vie pouvait et devait continuer. La ferme était devenue un refuge, accueillant même parfois d'autres jeunes en difficulté pour des séjours d'apprentissage. Souvent, le soir, Mathieu s'asseyait sur la terrasse en bois, désormais solide et accueillante, et regardait ses 3 filles. Il ne voyait plus la tragédie qui les avait réunies, mais le miracle de leur rencontre. Il avait compris que le deuil, n'était pas une fin, mais une transformation. Le souvenir de sa femme, était plus une blessure, mais la graine invisible qui avait donné naissance à cet amour inattendu et foisonnant. Il avait voulu reconstruire une maison, il avait bâti une famille, la douleur avait creusé les fondations, mais c'est leur courage partagé qui avait élevé les murs. Partager des témoignages comme celui-ci, c'est se souvenir que même après la plus violente des tempêtes, il est possible de reconstruire. Si leur histoire vous a inspiré, songez à vous abonner pour nous aider à continuer de semer ces graines d'espoir.